d'où ça vient le ZFE, le DPE et je ne sais quoi? Ça vient de la Convention citoyenne pour le climat où monsieur Macron a demandé à 100 personnes qui n'y connaissent rien de régler le problème du changement climatique. Donc Bonjour Brice Lalonde, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été ministre de l'Environnement et ambassadeur des négociations internationales sur le climat. Aujourd'hui, vous êtes président d'Équilibre des énergies et de l'Académie de l'eau. Si nous sommes ici, c'est pour aborder l'état de la France. Le pays semble atone et fait face à une instabilité politique jamais vue depuis les années 50. Brice Lalonde, comment en est-on arrivé là? peut-être que vous pourriez incriminer la classe politique. Elle a manqué totalement de vision, d'envergure, de courage, mais peut-être que les Français sont responsables aussi. Vous savez, on n'a que les dirigeants qu'on mérite. Tout à fait, plus, il faudrait que les Français participent plus. C'est ça aussi le fond du problème. On s'est endormi, on s'est endetté, on a choisi la facilité et on a pensé que le monde ne changeait pas et qu'il serait toujours le même. Bon, et je pense notamment, depuis l'arrivée de monsieur Trump qui nous dit: «Mais vous avez qu'à payer pour votre défense les gars. Vous croyez que nous, les États-Unis, on va s'en occuper, jusqu'à la fin des temps?» Et cetera, et cetera. Donc on reçoit aujourd'hui un coup de pied qui, on espère, peut être salutaire. Peut-être le réveil de l'Europe? Alors l'Europe est indispensable si on veut notamment lutter contre le changement climatique, parce que c'est à l'échelle du continent que les choses vont se passer. C'est peut-être aussi à l'échelle des continents que l'on va redresser économiquement l'Europe. Ce qui est quand même très frappant aujourd'hui, c'est que la capitalisation boursière des 7 plus grandes entreprises américaines dépassent la totalité des capitalisations dans la bourse de tous les pays d'Europe. C'est dingue, C'est fou, hein? c'est complètement dingue. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, on voit bien que le réveil, il est à la fois culturel, politique. Je pense que s'il n'y a pas volonté de puissance, on n'arrivera à rien. Un pays doit avoir une volonté de puissance. La France doit avoir une volonté de puissance. Alors, en ce moment, le monde a changé. On n'est plus dans le doux commerce, on est dans la souveraineté d'habitude, on est dans la diplomatie transactionnelle. Si tu achètes mes F-65 et mon gaz liquéfié, tu n'auras pas de droits de douane, etc. Donc, on est dans un monde un peu différent, pas vraiment sympathique. Et donc, il faut que l'Europe se muscle, que la France se muscle, qu'on arrête d'être naïf. Que l'Europe devienne un empire? Alors que l'Europe, c'est toute la question. Je pense que le problème, c'est vraiment l'Europe. À la fois la solution et le problème. Pourquoi le problème? Parce que c'est un fardeau en ce moment. Tout est très lent. Tout est épouvantablement compliqué, lent et on n'arrive pas à prendre de décision. Mais les agriculteurs, il y avait tellement de normes que Alors, enfin, tout ce qu'on veut, il y a des normes. Enfin bon, oui, il y en a peut-être trop, mais surtout, il n'y a pas de décision politique, il n'y a pas de force. Alors, pendant le Covid, on a eu cet emprunt commun. Et à ce moment-là, les gens se sont dit, ça y est, on est dans ce qu'on appelle le mouvement hamiltonien. Hamiltonien, c'est quand ces colonies des États-Unis ont mis leurs dettes ensemble et ont décidé de faire un truc fédéral. Ah, alors à ce moment-là, les États-Unis sont nés. Eh ben, l'Europe, elle n'en est pas encore là, mais elle a commencé avec l'emprunt commun. Et donc, toute la question maintenant, c'est est-ce qu'on met les finances en commun, le marché financier en commun, ou est-ce qu'on a toujours 27 marchés financiers différents, etc. Donc, parce que on a le rapport Draghi, on a ces questions extrêmement importantes, et je pense que ce qui est nécessaire, c'est un coup de force. Il faut un coup de force des pays européens qui veulent que ça soit davantage une force commune, sinon on n'y arrivera jamais, quoi. Parce qu'on voit bien que, regardez, même Monsieur Le Maire, pour penser ce que Monsieur Le Maire, il a fait un papier très intéressant il y a quoi, 15 jours, où il explique les difficultés qu'il y a en disant, bah, la commission, si c'est toujours la commission qui a l'initiative des lois et des directives, on n'arrivera à rien. Il faut que les pays aussi aient cette initiative, cette possibilité, etc., etc. Donc il y a ça flotte en effet dans l'air en ce moment, la nécessité de faire de l'Europe une machine qui marche, qui soit efficace, ou alors c'est pas la peine. Ou alors si c'est uniquement un fardeau, à ce moment-là, il faut sans doute que la France en tire les conséquences, qu'elle soit plus indépendante et prenne des décisions. Sinon, on n'y arrivera pas. ce serait bien dommage que l'Europe ne se fasse pas. Vous savez, le problème de l'Europe, c'est que personne ne sait à quoi ça sert. C'est ça, c'est un grand marché commun pour l'instant. Mais alors, c'est déjà pas mal, C'est sûr. mais si vous voulez
quelqu'un a dit un jour, si on avait décidé au départ, avec les fondateurs, de décider de ce que serait l'Europe, personne n'aurait été d'accord. Donc on avance sans savoir où on va. C'est assez frappant. Et à chaque fois, il y a une crise et il y a une nouvelle constitution, etc. À un moment donné, il faut savoir jusqu'où on va. Est-ce que l'Ukraine, est-ce que la Turquie, enfin, il y a un moment donné, il y a des frontières, il y a des bornes, et on sait ce qu'on veut avec l'Europe, on sait ce qu'on veut. Là, pour l'instant, on ne sait pas très bien ce qu'on veut. On ne sait pas à quoi sert l'Europe, etc. Donc, donc on est dans une situation où il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de direction donnée aux Français. Est-ce que les Français sont d'accord? Si vraiment on veut faire quelque chose de l'Europe un peu plus sérieux et plus fédéral, peut-être qu'il faut poser la question aux Français, par référendum. Mais jusqu'à présent, les Français étaient réticents. Bon, mais donc c'est une question extrêmement importante et il faut que ce soit clairement dit, voilà ce qu'on veut faire de l'Europe. On a besoin d'une Europe puissante, puissance, et on a besoin de politiques communes et on sait bien que maintenant on a beaucoup moins d'amis dans le monde qu'on avait avant. Il faut une vision, il faut qu'on arrête de courir après les événements, faut Exactement. Les événements nous ont rattrapés. c'est ça, on n'a pas vraiment le choix et faire les choses, à la dernière minute, elles sont rarement bien faites quand on agit de cette manière. Oui, enfin, en même temps, il faut des crises. Comme disait Churchill, si on laisse tomber les crises, il faut s'en servir. C'est vraiment des occasions qu'il ne faut pas louper. Mais il y a beaucoup de choses. C'est vrai, il y a la sécurité, mais il y a la défense, il y a l'économie, bien sûr, la prospérité. On a besoin de prospérité. On a besoin de capital. Alors, le mot capital, on a besoin d'argent. On a besoin de capital humain. Je pense que l'éducation, c'est sans doute la priorité des priorités. L'éducation, c'est absolument fondamental pour un pays, quoi, hein, le capital humain. Et puis le capital naturel, bien sûr, l'eau, l'énergie, tout ça, on va en parler. Mais je pense que rien que pour le fric, si je puis dire, la décision, par exemple, d'avoir des fonds de retraite par capitalisation, c'est très important. C'est grâce aux fonds de retraite qu'il y a de l'argent, aux États-Unis ou ailleurs, et que ça peut investir ensuite, etc. Il y a quand même une très forte épargne privée française, mais elle dort dans les banques, elle n'est même pas, elle n'est pas dans les entreprises, etc. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça, et je pense peut-être que l'éducation, c'est extrêmement important, parce qu'on a vécu toujours en France sur des rêves, hein, sur des rêves. On n'a qu'à piquer l'argent des riches, c'est un rêve. On n'a qu'à piquer, je sais pas, enfin, il n'y a pas d'argent facile, ça n'existe pas, donc il faut bosser. On a réduit la durée du travail, on est les seuls. On a une dette sociale, enfin une dépense sociale absolument considérable. C'est la plus importante de toute l'Europe, peut-être du monde entier, je ne sais pas. Moi, je veux dire, à un moment donné, il faut se réveiller, quoi. Faut revoir les choses. Il faut revoir les choses, il faut être sérieux, puis il faut dire la vérité, il faut dire la vérité aux Français. Que ça n'existe pas dans le monde d'aujourd'hui. On ne peut pas tout d'un coup croire que les choses vont durer tout le temps, quoi. Faut s'adapter, hein, Faut s'adapter. c'est ça qui manque. Et justement sur l'écologie en Europe, quel est le bilan? Alors l'écologie, l'Europe est un des continents où le mariage entre l'écologie et l'économie a été le plus loin et le plus réussi. Ça s'est très bien fait. Et ça, on peut remercier l'Europe pour le coup, qui a toujours poussé le gouvernement français ou autres à être un peu plus écolo. Alors maintenant, ce qui pose le plus de problèmes, c'est l'écologie planétaire. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de gouvernement planétaire. Non, c'est que donc chaque pays, si je puis dire, a eu un dia. Moi, je pensais naïvement que quelque chose comme le changement climatique était une menace qui allait unifier le monde dans une solution commune. C'est le contraire qui se passe. C'est chaque pays qui dit: «Ah bah, je me débrouille comme je peux, faites vos affaires de votre côté, moi je fais les miennes». Donc c'est très difficile. Donc il a fallu, pour l'accord de Paris, il a fallu, 21 ans, Ah, c'est dingue. si je puis dire, pour se mettre d'accord pour quelque chose, quoi, hein. Et durant ce temps, bah, ça a continué à s'aggraver. Alors, il y a là, il faut un tout petit peu d'imagination et un peu de sérieux, et là aussi un peu de courage ou d'autorité. C'est-à-dire que le système des Nations unies, c'est bien pire que l'Europe, si je puis dire. Enfin, il y a pas de chef. Non. Il y a ceux qui payent plus, et il y a le Conseil de sécurité, mais uniquement pour les affaires de pays de guerre, et tout le reste, c'est l'unanimité, quoi. Donc l'unanimité, c'est extrêmement difficile à obtenir, et une fois on s'est mis d'accord sur un traité, ne pas dépasser 2 degrés Celsius en
en 2070, disons, parce que c'est ça l'accord de Paris, bah, il faut on vérifie que ce soit mis en œuvre. Voilà, ça c'est ça la chose la plus difficile. L'Europe le fait, la France l'a fait. La France a diminué de 30% ses émissions donc depuis 1990. 30%, c'est pas mal. Simplement, c'est pas assez et il faut éviter aussi de fixer des objectifs inatteignables. Il y a une espèce de surenchère aux parlementaires où on veut montrer qu'on est le meilleur et on dit: «Allez, on va faire 1,5 degré en 2050», alors que l'accord de Paris, c'est 2 degrés en 2070, enfin, avant 2100. Donc cette surenchère est mauvaise parce que du coup, on n'y arrive pas et du coup, on est désespéré et du coup, on on espère, on dissémine l'idée que c'est impossible. Il y a 2 jours, j'étais, dans un groupe, une conférence organisée par La Poste. Le groupe La Poste, c'est un champion de la décarbonisation. Ils sont quasiment à 0 carbone et La Poste dit: «Bah, pourquoi si je le fais moi, alors que je dois distribuer du courrier, des colis, si je le fais moi, pourquoi est-ce que tous les autres ne savent pas le faire?» Donc en fait, c'est possible. On sait ce qu'il faut faire, simplement ça coûte, c'est difficile. Il y a un problème de de pouvoir d'achat. On voit bien on est en retard sur les voitures électriques, elles sont trop chères, et cetera. On voit bien que c'est pas si simple. Exactement. Pour les voitures électriques, par exemple, nous, on vit à Lyon, on est dans la ZFE et on a 2 véhicules, un critère 1 et un critère 4. Mais comme on est juste au-dessus de la tranche, on touche pas d'aide, mais racheter une voiture, c'est tout de suite un investissement et là, on va préférer le mettre dans la maison. Mais oui, mais bien sûr, mais qu'est-ce qui a d'où ça vient le ZFE, le DPE, et je ne sais quoi? Ça vient de la Convention citoyenne pour le climat où monsieur Macron a demandé à 100 personnes qui n'y connaissent rien de régler le problème du changement climatique. Donc ouais, ils ont été ensuite, largement nourris, biberonnés par les associations écolos les plus radicales et on se retrouve avec des trucs inapplicables. Bon et le ZFE, j'avais pas pensé que du coup les gens qui n'avaient pas de voiture et qui habitaient en dehors ne pouvaient plus venir. Ah! Bon, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Bon, enfin voilà, on en fait un travail de bonnes intentions et donc il faut faire attention aux surenchères, à l'extrémisme et quand vous dites: «L'Europe, ça a plutôt bien marché», c'est vrai. Il suffit que vous alliez moi j'étais à Bakou par exemple, pour la COP, la dernière COP, ça sent l'essence dans la rue, quoi. Ah bah, d'un coup, Ça sent l'essence. Non, mais je veux dire, on voit bien les règlements pour les voitures, les pots catalytiques, tout ça, c'est un marché, quoi. Donc vous respirez mieux à Paris qu'il y a 30 ans ou que dans certains pays où c'est vraiment, l'atmosphère est extrêmement sale, quoi. Donc on ne se rend pas compte, des résultats auxquels nous sommes arrivés. Alors il y a toujours des difficultés, le plastique, les PFAS, tout ce que vous voulez. Mais bon, à chaque jour suffit sa peine. c'est ça, il faut y aller par étapes, parce que si on va trop vite, comme vous dites, on fixe des objectifs qui sont inatteignables et à ce moment, on déçoit et Oui, on désespère et c'est là où ça devient dramatique. oui. Alors, quand vous êtes au gouvernement, vous ne pouvez pas tout faire. Il faut que vous choisissiez vos priorités. Donc c'est ça la réalité de 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 l'exercice gouvernemental. Je dis ça parce que j'ai été ministre et Nicolas Hulot était ministre. Nicolas Hulot, il a démissionné, il n'y arrivait pas et s'il n'y arrivait pas, c'est qu'il ne savait pas par où commencer et c'est toujours ça la difficulté, par où commencer. Qu'est-ce que vous vous fixez comme objectif et comment vous arrivez, à programmer la réussite de votre objectif, hein, de votre politique, de votre stratégie. Et quand on est au gouvernement, on ne peut faire que 4 trucs, c'est tout, ou 3, enfin 4. Et puis l'actualité, comme vous dites, se charge d'en ajouter une cinquième. Donc il faut être prêt à tout ça. Bon, l'écologie, si vous voulez, la grande difficulté de l'écologie en ce moment, me semble-t-il, c'est qu'il y a cette espèce de retour en arrière avec mon Dieu, est-ce qu'on n'est pas en train de dépenser trop pour l'écologie et pas assez pour, la compétitivité, financière de l'économie et cetera? Et donc, la difficulté toujours, c'est de comprendre qu'on ne peut pas avoir une bonne économie si on n'a pas une nature elle dépend de la nature, quoi, à 80 de l'économie. L'économie, ça consiste à prendre des ressources de la nature et les transformer en marchandises ou en services. Donc si vous avez rien et que vous pouvez pas vous servir, ben, c'est foutu. Bon, donc voilà, donc il faut comprendre ça et c'est assez passionnant de voir de toute manière, moi
ma propre vie, quand j'ai commencé, j'étais considéré comme le hurluberlu qui faisait de la bicyclette. Et maintenant, je vois que le monde entier s'occupe d'écologie parce que c'est une affaire extrêmement sérieuse. Sauf si tout d'un coup, vous voulez expliquer à vos concitoyens que tout ça, c'est des blagues, comme le fait le président Trump. Bon, c'est un phénomène, ce Trump. Est-ce que c'est pas une anomalie aussi? Non, mais ça va revenir dans l'autre sens. Oui. Quand c'est à trop loin d'annoncer d'un côté, ça part dans l'autre sens après. Bon, simplement, les États-Unis, c'est un très, très grand pays avec des ressources très, très belles, une nature très belle, c'est magnifique. Bon, et là, vous avez 50 États qui ont des politiques différentes, ils ne sont pas toujours d'accord. Donc, ils disent, bah, nous, excusez-nous, on continue, ou la Californie continue, ou je ne sais quoi. Donc, je suis pas spécialement inquiet. Ce qui me préoccupe davantage, c'est le côté obscurantiste, c'est la chasse aux scientifiques ou le démantèlement des merveilleuses agences américaines sur le climat, des choses comme ça. Là, c'est une erreur. Et là, ça va faire retarder, ça va, à mon avis, être préjudiciable aux États-Unis. Mais pour le reste, non. Les, les- les- les États-Unis sont en avance sur nous, sur l'intelligence artificielle, le numérique et tout ça. Donc, il faut qu'on s'assure qu'on dragon cravache. Mais on est bon sur le quantique. J'ai découvert ça avec stupéfaction. On a des prix Nobel. Il y a beaucoup de ressources et beaucoup de Français sont à la Silicon Valley parce qu'ils sont bons en mathématiques, etc. Donc, il y a beaucoup de motifs d'espoir. Le tout, c'est de les garder en France, c'est de les garder chez nous, c'est de les aider à développer les startups, qu'elles deviennent ensuite des ETI et ensuite des grands groupes. Et donc, en Europe, on a toujours cette idéologie de l'absence il faut absolument que la concurrence soit parfaite, mais la concurrence, elle est toujours élaborée ou vue du côté européen, uniquement dans le marché européen. Et c'est comme si on ne voyait pas que la compétition était mondiale et donc on se refuse d'avoir des champions ou d'avoir des entreprises très fortes. On s'y refuse jusqu'à présent de le faire parce qu'on n'a pas compris qu'on avait besoin de champions, quoi. On avait besoin d'entreprises très fortes. Et on en a quand même quelques-unes, hein. Oui, je vois total, moi, c'est la première à laquelle je Total, pense. Schneider Electric, etc. Non, bah, et Bouygues, Vinci, ce sont des boîtes considérables qui font des travaux partout dans le monde, des travaux publics. Non, non, c'est ça. On a des champions, mais on en perd. On en avait encore dans la chimie avant, on les a perdus. Oui. Mmh. Et en parlant de continuons sur ce chemin, l'arrêt du thermique en 2035, ça c'est pas un problème géopolitique et économique pour l'Europe? Au niveau de l'environnement, c'est bien, Oui. mais géopolitiquement et économiquement, ça risque pas de nous pénaliser? Alors, quel est un des principaux postes de dépenses de l'économie française? C'est l'importation de pétrole. C'est quand même quelquefois quelque chose comme 100 milliards, enfin entre 70 et 100, ça dépend du prix du pétrole, milliards d'euros quand même. Et donc, ce sont les voitures qui consomment le plus dans les émissions de gaz à effet de serre, c'est la circulation automobile, le transport automobile. C'est lui qui est le principal responsable de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est lui qui est aussi le principal responsable des importations de pétrole qui nous coûtent cher. Donc, se passer de ça, du pétrole, bon, c'est pas une mauvaise idée. Alors, ça parle de tout, c'est qu'on a plus du retard par rapport aux Chinois. Et d'ailleurs, c'est une leçon intéressante de l'histoire, parce que les Chinois, pour l'instant, ils sont champions du monde de toutes les techniques vertes, propres. Que ce soit le solaire, que ce soit les éoliennes, que ce soit les voitures électriques, les batteries. Comment ça se fait qu'on s'est laissé faire comme ça? Et ça va aussi poser un problème aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils sont dépassés par la Chine, y compris maintenant sur l'intelligence artificielle. Ils ne sont pas dépassés, mais la Chine a surpris tout le monde avec DeepSeek, etc. Bon, alors, il faut qu'on rattrape notre retard. Alors donc, il me semble, moi, que l'électrification des véhicules de légers, c'est une nécessité. En revanche, que ce soit exactement en 2035, 2036 ou 2037, là, il y a une négociation à avoir avec l'industrie automobile. Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux faire en 35? Est-ce que tu peux faire en 36? Mais attention, pas de blague, il faut le faire, etc. Il faut savoir aussi que l'industrie automobile, elle va continuer à produire des voitures thermiques.
Tout simplement parce qu'il y a des tas de pays qui ne sont pas prêts à passer aux voitures électriques. Pour passer aux voitures électriques, d'abord, il faut de l'électricité. Et si l'électricité n'est pas décarbonée, ça ne sert à rien de passer à l'électrique. C'est sûr. Parce que ce que vous allez gagner sur la bagnole, vous allez le perdre sur la centrale thermique. Donc, il y a des pays où vraiment, ce n'est pas la peine. Vous allez gaspiller du temps et là, vous allez mettre en effet vos concitoyens en difficulté parce qu'ils n'auront pas les moyens. Ensuite, il faut mettre des points de recharge partout. C'est difficile, les points de recharge, c'est compliqué. Et ensuite, ces points de recharge, ils sont numérisés. Il faut que votre point de recharge, quand vous arrivez pour votre voiture, ah, je te reconnais, tu as une Renault, machin, je te suggère de remplir seulement ta batterie à 60% parce que d'abord, ça sera moins cher plus tard parce que ce sera dans les heures creuses, etc. Ça, il faut que ça communique. Et donc, en réalité, la voiture électrique, c'est une voiture numérique aussi. C'est un ordinateur à 4 roues. Et donc, tout ça va ensemble. Et dans le prix dans le coût, dans la valeur ajoutée du véhicule, la batterie va faire quasiment 40%. Ensuite, le logiciel, il va faire aussi 20%. Donc, la voiture elle-même, c'est beaucoup moins, quoi. Et donc, c'est pour ça que le monde change, hein, c'est schumpeterien, comme on dit. Maintenant, les concurrents des constructeurs automobiles, ce sont les gens qui font du numérique et qui mettent des roues à leur numérique. Alors, ça vient de numérique. Les nouveaux concurrents de l'automobile, ils se disent, tiens, si je fais de la batterie, je fais des batteries, moi, tiens. Eh ben, ma batterie, pourquoi je ne peux pas les voitures aussi, quoi, etc., etc. Donc, ce monde est en train de changer. Oui, c'est vrai que notre industrie automobile est en danger, elle est en péril, elle est mise au défi. Bon, en quoi est-ce que notre industrie n'est pas capable de répondre aux défis? Il faut l'aider à répondre aux défis. Et en même temps, il est vraisemblable qu'il faille passer des accords avec les Chinois. Et par exemple, les Chinois, ce qu'on ne sait pas assez, on dit toujours les Chinois, ils ont été aidés par l'État, ils n'ont pas eu à payer tous les capex, tout ce que vous voulez. Mais là, en ce moment, les Chinois, c'est le nombre de constructeurs automobiles chinois, c'est incroyable. Ils n'arrêtent pas ils sont dans une concurrence absolument folle. Il y en a beaucoup qui disparaissent tous les ans. Et on ne sait pas ça. Et donc, pour un certain nombre de boîtes chinoises, l'ouverture d'autres marchés est indispensable. Donc, ils essayent de venir en Europe. BYD, là, ils essayent de venir. Bon, je pense qu'il faut se mettre d'accord en disant pourquoi est-ce qu'on ne passe pas des accords? Il y a bien Nissan et Renault, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas Renault et BYD, etc. Pour faire venir un peu le savoir-faire chinois, notamment en matière de batterie en France. Je ne suis pas, moi, je ne suis pas désespéré pour le coup. Moi, je pense que, mais dans mon métier ou dans mes activités, je suis tout le temps avec des ingénieurs des mines, des polytechniciens, des gars qui font des trucs comme ça. Et je pense que dans le domaine de l'écologie et de la vie quotidienne, il y a une floraison incroyable de petites initiatives. Et simplement, elles ne sont pas mises à l'échelle. Et justement, le seul pays qui met les choses à l'échelle, c'est la Chine. Quand vous allez voir en Chine, il y a des montagnes pas loin de Pékin. On dirait que c'est des montagnes, pas du tout, c'est des montagnes de panneaux photovoltaïques. C'est incroyable, quoi. C'est phénoménal, c'est fou, hein. Oui, c'est phénoménal. Donc la Chine, c'est phénoménal. La Chine, c'est je ne sais pas combien d'ingénieurs tous les ans qui sortent des écoles chinoises, etc. Donc, voilà, le monde nouveau, c'est ça. Avec d'un côté Trump qui veut absolument que tous les pays qui ont des avantages en matière de balance commerciale avec les États-Unis arrêtent. Il faut mettre les douane parce qu'il faut supprimer ça. Il faut qu'ils achètent notre gaz, il faut qu'ils achètent nos avions de combat, etc. C'est vraiment très, très simpliste, Trump. C'est très simpliste. Transactionnel, totalement transactionnel et simpliste. Et donc, l'Europe, ça n'existe pas. On ne va pas s'emmerder avec ces gars qui ne dépensent rien pour leur défense, c'est nous qui faisons tout, etc. On est méprisé, quoi. C'est presque du mépris, ça, hein. Il y en a, c'est sûr. Et donc, c'est agaçant d'être méprisé. Donc, c'est là qu'il faut se fouetter, retrouver notre fierté un peu, quoi. Et on a plein de raisons d'être fiers. Enfin, bon. Alors, on a des raisons on a fait des bêtises et il faut qu'on apprenne. Alors, peut-être que ça va être difficile parce que c'est vrai qu'il va falloir faire des économies. Il va falloir choisir où on met les priorités. Pour moi, c'est l'éducation. Mais je comprends très bien que ça puisse être aussi des fonctions régaliennes de l'État, la sécurité dans les rues, etc.
un peu plus d'autorité de l'État, quoi. Mais l'éducation, c'est quand même primordial. Ça permet la créativité, ça amène, Oui. ça amène une pléthore de bonnes choses quand même. Ah oui, l'éducation, c'est prioritaire. C'est la base, quoi. Donc, Oui. il y a un moment, il faudra qu'ils agissent dessus, mais bon, ça encore, c'est comme le nucléaire. Il y en a qui sont absolument contre, parce qu'ils disent que c'est extrêmement dangereux. Il y en a d'autres qui sont pour, parce qu'ils pensent qu'il y a une partie de l'avenir qui réside dedans. Alors, les assurances ont fait des statistiques et des comparaisons. Le nucléaire est la source d'énergie la plus sûre. En statistique, la moins sûre, c'est le charbon. Il y a beaucoup de pépins de charbon. Non seulement ça tue, mais ça tue dans la mine, mais ça tue aussi autour des centrales parce que ça, c'est sûr, extrêmement polluant. Ensuite, ça va jusqu'au nucléaire. Le solaire aurait pu être plus sûr, mais comme des gars, ils tombent du toit quand ils se mettent leurs panneaux, ça fait monter les statistiques. Donc c'est pas des blagues, quoi. Je veux dire, un nucléaire arrive, le premier en matière de sûreté. Alors évidemment que c'est dangereux, mais c'est peut-être la différence entre le danger et le risque. Je veux dire, les voitures, c'est hyper dangereux. Enfin, si vous respectez les feux rouges, en principe, vous réduisez le risque, quoi, hein. Bon, alors les centrales nucléaires, c'est pas parfait, rien n'est parfait. Il y a des déchets, il faut s'en occuper, mais en effet, c'est dangereux. Mais le problème principal, c'est pas la centrale nucléaire, c'est le personnel. C'est le facteur humain qui est le plus risqué là-dedans. Le personnel, vous savez, si vous amenez votre marijuana pour fumer dans la centrale nucléaire, c'est pas bien. Oui, c'est des choses comme ça. C'est aussi simple que ça. À Tchernobyl, c'est une erreur humaine. Tchernobyl, c'est une erreur humaine, totalement. Mais en plus de ça, c'est une centrale qui avait même pas de couverte. Quand même, c'est absurde, quoi. Mais Tchernobyl, c'est un peu comme l'Afghanistan, ça fait tomber l'Union soviétique, hein. L'Union soviétique, c'était quand même fondé sur une très grande fierté d'ingénieur. On va dominer la nature, on va détourner les fleuves. Enfin, le communisme, c'est un peu ça, quoi. Eh ben, paf, là, ils ont leur pris un énorme coup dans le ciboulot. Ça, c'était très embêtant. Et ils ont été extrêmement, au bout d'un certain temps, très loyaux et ils ont fait un rapport sur Tchernobyl. Tout à fait remarquable, en disant la vérité, quoi. Et avec le nombre de victimes et tout, bon, enfin. Bon, même maintenant, vous savez, à Tchernobyl, j'y étais, donc je fais partie des gens qui y ont été pendant que la centrale marchait, enfin, elle avait été remise en route. D'accord. Et j'ai été très frappé d'une chose, c'est que la vie revenait autour, quoi. Donc, si vous laissez, si toujours, vous pouvez toujours y aller avec, ah, là, c'est une catastrophe. Vous dites, ah, bah, tiens, la vie revient, il y a des oiseaux, des animaux, même des fermiers sont de retour. Enfin, bon, La bière, la manière de voir les choses, hein. Maintenant, il faut éviter les pépins. Et Fukushima, c'est pareil, il y a très peu de victimes. Ce sont essentiellement des victimes de la grande vague, du tsunami, quoi, hein. Donc voilà, rien n'est parfait et on a besoin d'une source d'énergie pilotable. C'est ça le principal problème. Parce qu'on a beaucoup d'énergie solaire, c'est pas cher du tout, l'énergie solaire. Ça dépend ce qu'on compte, bien sûr, parce qu'il faut faire des reliés, il faut la relier et il faut des fils, enfin, etc. Mais l'énergie solaire, quand il y a pas de soleil, c'est embêtant, quoi. Donc voilà. Et ça, alors on peut vaguement prévoir la météo, pas du tout avec le vent, mais avec le soleil, on peut. Mais quand tout d'un coup, à 3 heures de l'après-midi, on a des flopées énormément d'énergie solaire qui arrivent, et du coup, on est embêté parce qu'on ne sait pas comment faire, parce qu'on n'en a pas toujours besoin. Donc, on réduit déjà les centrales nucléaires, la production, ce qui est très mauvais ça fatigue les centrales. Donc, c'est embêtant de fatiguer le truc dont on a besoin. Et on dit aux gens qui mettent leur linge au soleil: «Ah non, non, mettez pas votre linge au soleil, mettez plutôt la sécheuse électrique parce qu'on a trop d'électricité», donc etc. Donc à un moment donné, ça ça devient, absurde, quoi. il n'y a pas de cohérence. Oui, ça devient le prix négatif, vous savez, ce sont des prix négatifs. On paye les gens pour prendre l'électricité. Parce qu'on ne peut pas le stocker de toute manière. Donc, Alors pour l'instant, on commence stocker. bientôt, peut-être, on espère. Ça, si vraiment on arrive à stocker l'électricité, ça changerait beaucoup de choses. Mais vous allez très vite changer l'électricité parce que l'électricité, c'est comme ça, c'est du mouvement. Alors stocker du mouvement, c'est pas évident. C'est sûr. Donc alors, il y a des batteries, les batteries, elles durent quoi? Le temps que ça dure 2 heures maxi, quoi. Vous avez le meilleur système, c'est les barrages, hein, c'est les steppes, ce qu'on appelle les steppes.
pomper de l'eau. Quand vous avez trop d'électricité, vous vous servez de cette électricité pour pomper l'eau, pour la remonter en haut des barrages. Et ensuite, quand vous avez la pointe électrique, hop, vous faites marcher le barrage. Bon, il y a des tas de systèmes comme ça. Et l'électrification, si vous me posiez la question là-dessus, c'est sans doute la réponse. Pour décarboner, il faut électrifier, quoi. D'accord. Mais pour électrifier, donc ça veut dire qu'il faut électrifier les maisons. Alors, votre maison, ça veut dire que les maisons doivent être adaptées aux pompes à chaleur et les pompes à chaleur adaptées aux maisons. La pompe à chaleur, c'est sans doute le système idéal pour l'eau chaude et le chauffage et le froid. Ça peut faire les deux. Simplement, c'est un peu plus cher, plus compliqué à installer. Les gens ne savent pas encore l'installer. Les professionnels, ils disent: «Ah bah, la chaudière à gaz Murat, c'est tellement plus simple», et cetera. Ça, donc il faut former là aussi les gens. C'est comme les garagistes des voitures électriques. Ils savent pas, Mais c'est pas faire. ils ne savent pas faire, et cetera. Bon, donc voilà, on est dans un système où il faut en effet, c'est très difficile. C'est plus cher, plus compliqué, donc il faut apprendre. Mais en même temps, les gens qui ont des voitures électriques, ils sont enchantés souvent, hein. Mais ils disent: «Oh formidable, c'est extraordinaire», etc. Alors l'angoisse, c'est le jour où je pars en vacances, est-ce que je vais pas passer 3 heures à attendre C'est ça. à la station de recharge, qu'il y a la queue, quoi. Il y a des gens qui partent en même temps. Donc il faudra sans doute que les gens ne partent pas en même temps. Il faudra apprendre. Faut apprendre à s'en servir. C'est différent. Vous savez, le monde de demain, vous pouvez dire, si c'est trop difficile: «Ah, je veux pas y aller, c'est trop difficile». Ah oui, mais alors, On n'a pas le choix de toute façon. on n'a pas le choix. Et justement, je pense que c'est là que Trump ait fait une erreur. Je pense que les États-Unis ont vécu avec le pétrole, c'est le pays du pétrole, c'est le colonel Drake à Titusville en je sais pas combien, 1859 par là, et après hop, sans arrêt quoi. Tout ça c'est fait sur le pétrole gratuit en plus. Quand vous regardez, vous lisez, les raisins de la colère, là, que les gars sont virés de leur ferme. Les gars, ils ont des machines énormes, ben, et pendant l'heure du déjeuner, ils éteignent pas le moteur, c'est expliqué dans le roman, quoi. Tellement c'est pas cher, quoi. Et donc ils ont du mal à sortir de là, quoi. Tous les Américains, ils veulent leur SUV là, et leur monstre. Ils ont du mal à imaginer que ce soit pas possible, quoi. Donc allez, forer, mais à un moment donné, voilà. Donc il y a encore beaucoup de gaz, de pétrole, il y en a moins. Et dans le gaz. Donc il faut quand même apprendre à passer à autre chose. Alors et peut-être qu'ils y arriveront parce qu'il y a un truc mystérieux. C'est ça qui me préoccupe quelquefois. Le truc mystérieux, c'est si on veut faire de la transition, ça va coûter cher et il faudra une industrie en bonne santé parce qu'il faut produire des batteries, des électrolyseurs, tout ça, il faut produire. Tout à fait. Ouais, et donc c'est une réindustrialisation. Bon, et donc la Commission européenne et l'Europe, ils ont choisi de privilégier la transition en interdisant ce qui n'allait pas, en interdisant ce qui était carboné, disons, et en essayant de sélectionner. Et donc alors, en plus, ils étaient anti-nucléaires, très, très longtemps. Donc ils ont fait une sélection où, grosso modo, les seules choses autorisées, c'était les renouvelables et économiser l'énergie. Alors économiser l'énergie, c'est très bien, sauf qu'on n'y arrive pas, ce n'est pas si simple. On va dire comme ça, vous allez tous réduire de 50% votre consommation d'énergie. C'est pas si simple. Ça ne marche pas aussi simplement que ça. Et puis, c'est peut-être pas forcément la meilleure méthode. Mais bon, ils ont fait ça comme ça. Donc, c'était la sélection et l'interdiction. Dans les autres pays, la Chine notamment, des États-Unis, c'est la croissance. La croissance, on ne veut pas savoir ce qui est interdit, tout est autorisé. Mais comme tout est autorisé, les renouvelables aussi. Et donc, à la limite, le fait d'avoir une croissance qui fonctionne et d'avoir un pays extrêmement prospère, ça peut aussi favoriser la transition par le simple fait que c'est la retombée, si je puis dire, de l'industrie, de l'économie qui fonctionne, etc. Bon, donc, il y a des stratégies qui sont opposées ou qui l'étaient. Ça, c'était avec Biden, si vous voulez, quand il a mis son IRA, là, une très, très forte incitation. Plus vous économisez le carbone, plus vous avez de l'argent, de subventions. Ça, c'est un truc simple, quoi. On n'a jamais eu ça en Europe, quoi. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça, il faut réfléchir, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Ah, ça, pour trouver des solutions, hein. Il n'y a pas le choix de toute manière, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. On pourrait finir sur une note d'espoir, parce qu'il y a quand même des possibilités. Ben,
c'est énormément de possibilités. Il y a un gisement déjà d'épargne en Europe considérable. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent, simplement, on le met de côté et on le met à la banque. Et qu'est-ce que fait la banque? La banque, vous avez des gars qui sont très gentils dans la banque, ils y connaissent rien et ils disent on va le mettre au livret A, au machin, au truc. Et il n'y a pas l'audace d'aller. Tiens, je vous propose, oh, ça y est, il y a une boîte là, il va faire un nouveau médicament, je propose, il y a un risque évidemment, mais bon, on n'a pas ça, quoi. On a toujours le truc de bon père de famille, ça rapporte pas grand-chose, mais ça sert à rien dans l'économie, quoi, hein. Voilà, tu sais, ça dort à la banque ou dans le livret, machin. Et on n'a pas, je sais pas, les Américains, les jeunes Américains, tout de suite, ils veulent jouer en bourse, ils veulent faire des trucs, une entreprise, un machin. On n'a pas Le goût du risque. ce goût de l'entreprise, du risque, ou cet intérêt même pour l'économie. D'ailleurs, vous savez, c'est très ancien. Quand vous regardez les œuvres littéraires du 19e, etc., les Français, la tradition française, c'était tu vas à la guerre, tu acquiers de la gloire, et ensuite tu rentres chez toi, tu fondes une famille, etc. Et quand les voyageurs qui on est d'Amérique, mais ces gars, ils pensent qu'au confort, qu'au matériel. C'est très ancien, quoi, hein. La France n'était pas un pays intéressé par l'économie. Il a fallu attendre Napoléon III pour que ça commence. Mais donc, et il faut qu'on apprenne à être plus intéressé par l'économie. Mais en même temps, vous savez, j'ai été très frappé. Moi, je croyais que l'économie, c'était très important dans une société, comme l'économie écologique. Mais la question de l'identité, par exemple, je ne pensais pas que c'était une question aussi importante. Et elle est quand même venue très fort, l'identité française, l'identité chrétienne, l'identité. C'est quoi être français le 21e siècle? Comment on est? Souvenons-nous que c'est Jacques Chirac qui n'a pas voulu mettre la référence chrétienne dans le projet de constitution européenne de Giscard à l'époque. Alors, surtout pas, on est laïque, on ne va pas mettre ça. Bon, et en même temps, on voit dès qu'aujourd'hui, avec la question de l'islam, de l'islamisme, de tout à ce pays, la France, qui est un pays qui adore la beauté des femmes. C'est un pays qui n'a pas arrêté de célébrer la beauté des femmes, y compris avec l'industrie de la mode, des cosmétiques, tout ce que vous voulez. Et maintenant, on voit des gens qui arrivent en abaya, machin, c'est pas possible, quoi. Donc, ça fait un choc assez difficile à accepter, quoi. Bah, c'est sûr. Moi, j'en avais parlé avec ma grand-mère, j'avais vu sur une photo des années 30, elle était voilée. Et je lui ai fait pourquoi t'es voilée, mamie? Enfin, elle me fait parce que c'était à cause des hommes. Parce qu'il y en a, tu ne le voilais pas, ils imaginaient des choses. Donc on en revient là. Enfin, Ah oui, déjà, parce que je me souviens, quand j'étais petit, il y avait le foulard pour aller à l'église, des choses comme ça. Mais quand même, on a quand même ce pays, quand tous les tableaux, les trucs, quand même. non, c'est sûr. Non, mais donc la question de l'identité, bon, ça a favorisé la montée de l'extrême droite peut-être, mais bon, il y a une vraie question. C'est vrai, c'est une vraie question finalement, hein. Bah, c'est quand on dit qu'on aime la France, il y a comme eu ce retour pendant longtemps. On nous disait qu'on était d'extrême droite, ou qu'on était. Il y a des gens qui sifflent la Marseillaise. C'est quand même. On a le droit d'aimer son pays sans vouloir détruire les autres ou les dominer. Il y a une différence entre patriote et nationaliste, hein, disons, hein. Ah oui. Un truc comme ça. Il faut évidemment être patriote, c'est quand même c'est un pays magnifique, avec sa littérature magnifique, et une architecture des villes magnifiques. Donc voilà. Les paysages. J'ai quand même content. On a toujours voulu prendre l'Italie, parce qu'on a toujours eu beaucoup d'admiration pour l'Italie. Alors tous nos rois ont traversé euh, les Alpes pour prendre un peu d'Italie, mais bon, donc on s'aime bien, on s'aime bien. Vous savez, c'est Sarkozy qui disait oh, je ne me suis jamais fâché avec l'Allemagne parce que je me méfie. Attendez, qu'avec l'Italie, comme on est les copains, on peut se dire ce qu'on veut. C'était assez drôle, assez bien vu. Donc on est copains quand même très fort avec l'Italie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien l'Italie, je trouve ça très beau. Je suis déjà allé quelques fois, c'est vrai que c'est. Oui, oui. Et les Italiens sont sympathiques. Ouais, exactement, ils sont sympathiques. On a bien travaillé ensemble. On a la Joconde. Voilà, on l'a acheté, donc ça va. On va pas se plaindre. Non, mais donc, voilà, là, évidemment qu'il faut de l'espoir. Il faut apprendre
Il faut apprendre le français. Il faut sans doute parler les langues étrangères, peut-être davantage, etc. Puis qu'on se remette à parler les uns avec les autres, qu'on arrête de se juger sur des opinions. C'est lié aussi l'influence des réseaux sociaux, ça c'est encore autre chose, mais ça rajoute de la difficulté. Puis il y en a certains politiques qui veulent jouer sur l'affrontement. Il y a un moment, faut qu'on se mette tous autour du table pour discuter, parce que sinon on va pas avancer. Il faut qu'on y arrive. On a besoin de quelqu'un qui nous dise voilà ce que je propose, on y va, voilà, et voilà comment il faut y aller. On a besoin de ça, quoi. Et Pas faire de la politique, ça en c'est l'histoire des histoires. Parce que si on fait de la politique, après, c'est tout de suite, il va y avoir des enjeux, il va y avoir. Ça Le va être... problème de la politique, c'est que les gars, ils pensent qu'à une chose, à la prochaine élection, pour se faire élire. C'est un mode de sélection de nos élites. Et donc, c'est sans doute, c'est pas parfait, quoi. Non, Le gars qui gagne l'élection, il n'est pas forcément le meilleur pour gérer après, pour mener son pays. Il a gagné l'élection. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, il y avait un gars qui s'appelait Frédéric Dupont. C'était le candidat des concierges du 7e arrondissement. Il était complètement nul en tout, mais il faisait toujours élire. Parce qu'il parlait à toutes les concierges, il faisait toutes les portes. Bon, voilà. Donc, le talent de se faire élire n'est pas forcément le meilleur talent. Et la plupart des hommes de talent, ils n'ont pas envie de faire de la politique. Ça les agace, ils n'ont pas envie de s'emmerder dans des partis. Et la plupart des temps, ils ont de la famille et ils ont un boulot. Bah oui. Et donc, ils n'ont pas le temps. Donc, ce qui veut dire, à contrario, que ceux qui font de la politique, ce sont des gens qui n'ont ni famille ni boulot. Alors, j'ai pas, hein, Bien sûr. avec des nuances. Mais c'est un peu la vérité. Vous avez des gars qui font leur ascension sociale dans le parti, qui restent dans le parti. C'est l'apparatchik, comme on appelle ça. Vous avez des gens qui ce sont eux ensuite qui nous dirigent. La plupart du temps, ils ont des difficultés, donc ils vont faire appel aux énarques ou aux technos, ou tout ce que vous voulez, à des experts justement, qui vont être pour les aider. Mais ce n'est pas ça qu'il faut. Et le problème des hommes politiques de talent, c'est qu'ils n'arrivent que dans des situations de crise. Je ne sais pas, la guerre mondiale, ça a créé De Gaulle, Chaban-Delmas, des tas de gens comme ça qui, quand même, T'étais compétent et qu'on voulait. avait du cran, du courage. Et un homme politique, il faut qu'il ait du courage et du bon sens et qu'il n'arrête pas de s'emmerder avec des tas d'histoires compliquées. Il n'a pas besoin d'être sorti des grandes écoles. Il faut qu'il sache ce qu'il veut, il faut qu'il nous explique ça, et voilà. Courage et bon sens. Alors, les gens n'aiment pas toujours le bon sens parce qu'ils disent le bon sens, c'est aussi quelquefois de dire que le soleil tourne autour de la Terre. Oui, je le vois, donc c'est moi que je. On en est là aussi, hein, parce qu'au niveau scientifique, il y a quand même beaucoup de désinformation. Tirer le vrai du faux, pour certains, dans certains sujets, ça peut être compliqué aussi. Vous voyez bien qu'en ce moment, avec les réseaux sociaux et Internet, il n'y a plus de vérité. Et moi, personnellement, je suis pas trop dessus. Après, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a qui sont appris à fonctionner comme ça, surtout les nouvelles générations. Ils se jugent par rapport à ce que dit l'autre sur un réseau social. C'est quand même extrêmement limitateur. Comment on peut voir loin, quoi, en agissant comme ça. C'est ça le problème. Non, mais vous avez tout à fait raison. Mais bon, il faut dominer ce truc-là. C'est pour ça qu'il faudrait réguler, il faudrait faire prendre des décisions. Mais non, le problème, c'est qu'on a l'impression que les hommes politiques sont là pour expédier les affaires courantes. Voilà. Puis quand il y a les élections, comme vous avez dit, ils ont leur impératif, il faut qu'ils arrivent à se réélire. Donc il faut qu'ils soient à peu près, on va dire qu'ils arrivent à brosser dans le sens du poil ceux qui pourraient leur mener le plus. Mais vous savez, c'est toujours très difficile. J'ai eu la chance ou la malchance d'être ministre avec Mitterrand et Rocard. Alors, Rocard, c'était mon pote. Mitterrand, c'était le président. Mais je m'entendais bien avec lui et il me disait qu'avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des tas de Français ou d'Européens qui trouvaient que les démocraties étaient molles, que ça n'avançait pas, etc. Et Mitterrand dit, c'est quand même les petits barbichus que c'est quand même eux qui ont gagné la guerre. C'est-à-dire que avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des Français qui pensaient que Hitler, Mussolini, ça c'était des vrais mecs, ils savaient ce qu'ils voulaient, etc. Ah oui, mais vous savez, les gens se trompent. Hein. Et vous savez, les Allemands, ils ont quand même voté pour Hitler. Donc, il est pareil par un coup d'État, hein, par les élections. Parce qu'il y avait cette envie d'avoir des gens un peu forts, quoi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On voit bien que des gens comme Trump,
comme Erdogan, comme Poutine, ce sont des gens forts. Mm. Et une partie de nos concitoyens considèrent, bah, c'est pas si mal, regardez ces hommes forts, ils virent les étrangers en situation irrégulière, ils vont pas s'embarrasser de procédures. Poutine, bah, au moins, les islamistes, il va les chercher dans les chiottes pour les tuer. Enfin bon, etc. C'est parce que si Poutine avait dit ça un jour, je dirais ça, Il faudrait gaffe cette je me rappelle. etc. Bon. Et donc les gens se disent, bah, quand même, ça marche pas mal, il faudrait peut-être un peu des gens comme ça. Et notre problème à nous, c'est d'avoir des gens forts, mais qui respectent la démocratie, quoi. Il faut que nous les choisissions, que nous les sélectionnons, que nous les formions, je ne sais pas, et que nous fassions appel à eux quand on en a besoin. Sinon, la politique, vous savez, quand vous avez des gars qui sont forts et qui savent des tas de choses, ils peuvent aussi se transformer en dictateurs. Donc c'est très difficile toujours de savoir quel est le bon dirigeant qu'il faut, quoi, hein. Alors, on verra si on tombe dessus, hein, espérons-le, mais pour 2027, ça paraît compliqué quand même, hein. Ah, ah bah, je sais pas, vous avez en ce moment, quand vous avez Villepin qui, D'Artagnan un peu, hein, ils avaient des tas de gens, vraiment. Non, il y en a qui sont pas mal. Le tout, c'est peut-être pas ça qu'il faut, quoi. Il est bien sur tel sujet, pas forcément sur tel autre, hein. Bon, On peut pas être bien de partout de toute façon, hein, on peut pas. ben, en principe, c'est pour ça qu'il faut un gouvernement. C'est ça. Donc, en principe, il y a un groupe, en principe, il faut du compromis. La France n'a jamais voulu faire des compromis. Elle a toujours fonctionné avec un parti majoritaire. Et là, tout d'un coup, on se trouve qu'à Parlement, il n'y a plus de majorité. Ouh là là, on ne sait plus quoi faire. On n'arrive pas à faire de compromis et à faire de majorité par coalition, quoi. On n'y arrive pas, etc. Ah non, non. Ouais. Mais ça va venir. La nature a horreur du vide. Merci Brice Lalonde, hein, pour cette discussion. Merci pour les notes d'espoir. Merci beaucoup à vous. Bon courage pour cette initiative que je trouve extrêmement intéressante. J'espère qu'ensuite, vous allez, autour de toutes ces images, faire des forums de discussion. C'est le but, ça. C'est très, très bien. Et en effet, il faut de l'espoir. Mais je vais dire évidemment que l'espoir, il faut de la volonté. Quand on a de la volonté, on a de l'espoir. Merci Brice Lalonde.